il faut maintenant repartir. Destination Berlin. Charles Verpoorten espère suivre les traces relevées dans les documents médicaux retrouvés dans les archives du ministère de la Reconstruction qui émanaient de la WAST. La WAST, Bureau allemand des états de service, tient un registre sur les activités des militaires de l'armée allemande tombés au cours des 2 dernières guerres mondiales. Ce bureau fournit également des informations sur le sort des combattants étrangers ainsi que sur les prisonniers de guerre en Allemagne. Dès l'occupation américaine de la Thuringe en avril 1945, le Bureau allemand des états de service fut soumis au contrôle de la Commission militaire américaine. En janvier 1946, l'agence fut transférée à Berlin et rebaptisée Deutsche Dienststelle. Après la guerre, le Deutsche Dienststelle centralisa les documents venant d'autres centres d'archives militaires et paramilitaires. En décembre 1990, les archives militaires de Potsdam et les archives nationales de la RDA furent intégrées au fonds. Les archives du Deutsche Dienststelle contiennent des documents de la Wehrmacht, de la Kriegsmarine et d'autres sources. Ces archives comportent des données nominatives sur les pertes allemandes et sur les prisonniers de guerre. Les fichiers sont une source importante d'archives pour des recherches historiques futures. C'est à la WAST qu'aboutissaient, juste après la guerre, de nombreux documents retrouvés par les autorités locales dans les ruines ou sur les corps des victimes. Charles Verpoorten espère y retrouver des informations sur cet hôpital qui figure dans ces documents et éventuellement la liste des blessés qui s'y faisaient soigner en avril 1945. Wir haben nicht für alle Soldaten Unterlagen. Es ist ein beträchtlicher Teil im Krieg und auch in den Nachkriegswirren verloren gegangen. Aber wir haben 16.000 Quadratmeter Unterlagen, wenn man das hinlegen würde, dann reichen einige tausend Kilometer aus, um die Distanz zu überbrücken. Wir haben also wirklich eine Menge Unterlagen, aber mitunter sind es gerade für einen bestimmten Fall das letzte Teil, was fehlt. Aber im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein mit dem, was wir haben. Wir können eine Menge Schicksalsklärungen durchführen. Die SS eine eigene Auskunftsstelle hatte. Sie hatte eigene Archive, die auch 1945 vernichtet oder größtenteils vernichtet wurden. Wir haben hier geringe Bestände. Die Bestände, die wir haben, befassen sich auch namentlich mit Angehörigen der Division. Das heißt, wir müssen also einen Namen haben, um herausfinden zu können. Aber zum Beispiel Kriegstagebücher, umfangreiche Verlustlisten haben wir hier nicht. Es sind also ganz geringe Unterlagen, die wir haben. Und damit müssen wir halt leben, dass wir oftmals eben auch eine negative Auskunft geben müssen. Les milliers d'archives rangées ici ne fournissent aucun élément probant. En revanche, nos chercheurs tombent sur 2 documents qui leur mettent un peu de baume au cœur. L'un d'eux émane de la mission américaine à Berlin destinée à la WAST, afin de retrouver des Allemands et d'autres suspects susceptibles d'être traduits devant les tribunaux militaires pour crimes de guerre. Ce document démontre clairement qu'Albert Verpoorten n'était pas un criminel de guerre. Il ne fait partie d'aucune organisation considérée comme criminelle. L'autre document est un nouveau témoignage du major Derricks, datant cette fois de 1963 et traduit en allemand. Il démontre sa solidarité et sa fidélité à ses anciens camarades ainsi qu'à leur famille, reprenant plus ou moins son témoignage de 1946 sur la mort supposée d'Albert Verpoorten. C'est ce document qui a été la référence pour l'enregistrement officiel du décès d'Albert Verpoorten par la Croix-Rouge allemande. Mais il comporte des contradictions si on le compare à son premier témoignage rédigé en prison en 1946.
il ne fait qu'épaissir le mystère qui entoure sa disparition. Nouvelle déception. Il faut à nouveau mener les investigations dans une autre direction. À une centaine de kilomètres au nord de Berlin, Neubrandenburg. Le fils d'Albert Verpoorten est persuadé que, quelle que soit l'hypothèse, la clé du mystère se trouve à cet endroit. Cette ville fortifiée fut fondée en 1248 et devint prospère grâce à son industrie de tissage et son commerce. Elle fut pillée au cours de la guerre de 30 ans entre les XVIIe et XIXe siècles, incendiée et détruite par les guerres napoléoniennes. Ces fortifications médiévales sont bien conservées, mais presque tout fut détruit lors des bombardements en 1945. Comme beaucoup d'autres villes situées sur le passage des armées russes avançant vers Berlin, Neubrandenburg fut presque entièrement incendiée par l'armée rouge. Tant de barbarie poussèrent quelques 600 personnes au suicide. Aujourd'hui, la plupart des bâtiments historiques sont reconstruits. Neubrandenburg semble avoir été le lieu où se serait joué véritablement le destin d'Albert Verpoorten. Ce serait dans un hôpital militaire ou lazaret, installé à l'époque dans une caserne, qu'il aurait été transporté après avoir été évacué du champ de bataille à Neurosov en cette journée fatidique du 23 avril 1945. En tout cas, c'est de ce lazaret que provenait le fameux document d'admission retrouvé aux archives à Bruxelles. De nos jours, la caserne de la 3e Panzerarmee est le cantonnement d'une division blindée de l'armée allemande, le Bundeswehr. Peu de choses ont changé. Cette photo de reconnaissance aérienne prise par la RAF en 1945 correspond presque parfaitement à la disposition des bâtiments actuels. Un petit cimetière est situé juste en face de l'ancien lazaret. Pourquoi n'a-t-on pas trouvé ce lazaret facilement, alors qu'on a fait des recherches sur Internet, dans tout ce qui est archives allemandes, partout? Pourquoi n'a-t-on pas trouvé le cimetière? Tout simplement parce que le lazaret, je veux dire le lazaret en fait a été créé dans la précipitation. L'armée allemande a décidé de créer un lazaret à cet endroit-là, parce que les Russes avançaient de plus en plus et qu'il fallait qu'ils fassent face à ces innombrables blessés qui arrivaient de toutes parts. Il fallait bien qu'ils les soignent quelque part. Donc ils ont créé, et ils lui ont donné un nom comme ça, et ils l'ont amené Panzerarmee Lazaret Neubrandenburg. Mais inutile de chercher sur Internet dans toutes les archives possibles imaginables, ça n'a jamais existé déjà dans les archives allemandes, puisqu'il a été créé pratiquement au moment du chaos, je dirais, à la limite. Heureusement, une dame qui s'occupait de tout ce qui était victime de la guerre à Neubrandenburg et du Stalag et autres, nous a informés en disant, vous savez, non seulement il y a ce lazaret, mais en plus, il y a un cimetière en face. And we found the place of the lazaret, and we found a cemetery there with 52 soldiers and one woman, a nurse, and so I started my researches about this place. La découverte de ce cimetière et le fait que 31 soldats inconnus s'y trouvaient parmi les 53 corps entretenaient l'espoir de retrouver la dépouille du lieutenant Verpoorten. D'autant plus que dans le chaos général, on jetait parfois plusieurs cadavres les uns sur les autres dans les fosses.
Une lueur d'espoir apparut lorsque les chercheurs rencontrèrent un colonel retraité de l'armée de l'ancienne RDA. À la fin de la guerre, il est affecté dans cette caserne qui, après avoir été utilisée par la Wehrmacht, fut occupée par les unités blindées de la RDA. Suite à la réunification des deux Allemagnes, c'est la Bundeswehr qui occupe maintenant les lieux. Retraité, il est nommé conservateur du musée de Neubrandenburg. Hier war das Kommando Militärbezirk 5. Und 9 Jahre war ich hier Stabsoffizier. Ich habe nicht gewusst, dass hier ein Gräberfeld ist. Im Ursprung haben ganz sicher mal Holzkreuze gestanden, vermute ich. Ja, nicht? Das war ja üblich, dass man das so. Die waren weg. Es waren noch keine Grabhügel. Also ich bin hier auch öfter. Ich bin immer hier unten geht ein Weg, ein Fußweg runter. Wir sind, als ich noch keine Wohnung hatte, im Ledienheim. Unten wohnten wir hinter der Bahnschiene. C'est ici, dans les archives du musée de la ville, que le colonel Krüger fait une découverte importante pour la suite de l'enquête. En cherchant les archives de la ville de Neubrandenburg, il avait trouvé un document que nous avons récupéré qui montrait le plan du cimetière avec la position des corps identifiés, avec la position des corps non identifiés du lazaret de Neubrandenburg, avec un registre, avec des inscriptions, avec les noms, la date de la mort, la date de l'arrivée, les blessures. C'est pour ça que nous avons appris que de Réville a été amputé à telle date, est mort à telle date, etc., que la famille a été avertie, n'a pas été... Bon, comme la bureaucratie allemande savait le faire très correctement. Donc, on a trouvé ça. Il a dit, ben, puisqu'il y a un cimetière, on va aller voir. Il est allé voir. Bon, il n'a rien vu, c'était un terrain vague, bien entendu, des broussailles et tout. On parle de peut-être 20 ans après ou quelque chose comme ça. Il est allé voir ses supérieurs de l'armée de l'Allemagne de l'Est, à qui lui ont répondu, ça ne nous intéresse pas. Ce sont des fascistes, ce sont des anticommunistes, et puis on a autre chose à faire que s'occuper d'un cimetière qui date de la guerre, donc on en a pu parler. Berlin, novembre 1989. Le mur de la honte pour les Allemands de l'Ouest et le mur de protection antifasciste pour les autorités est-allemandes tombent après 28 ans d'existence. Les rapports de force sont alors complètement bouleversés et un tout autre climat politique et social voit le jour. C'est alors que le colonel Krüger peut s'adonner pleinement à sa passion. So, dann haben wir, wie gesagt, hier gegraben. Und dann fanden wir, das war reiner Zufall, dieses eine Grab mit der Erkennungsmarke. Ich hatte ja damals ein Metallsuchgerät, was heute verboten ist, und ortete, da ist Metall. Und dann haben wir also systematisch das Grab freigelegt. Wir haben auch da hinten gegraben, aber es war mein Grundsatz. Wir wollen die Totenruhe nicht stören. Nachdem wir die Erkennungsmarke gefunden hatten, die Nummer alleine hätten wir uns ja nach Berlin wenden müssen, an die Deutsche Dienststelle für Wehrmachtsverluste. Da hätten wir es ja rausbekommen. Aber er hatte seinen Namen oder die Initialen eingraviert. Dann konnten wir aufgrund des Vornamens und Familiennamens ja orten, welches Grab auf welches wir gestoßen sind. Fin avril 1945. L'armée soviétique balaye tout sur son passage et traverse l'Oder en direction de Berlin. Sur la rive occidentale du fleuve, sur un panneau, on peut lire « Voici l'Allemagne maudite ». L'armée allemande se bat encore avec acharnement. Mais elle a subi d'énormes pertes.
Les blessés affluent par milliers dans les postes de secours et les hôpitaux de campagne érigés çà et là. Les médecins opèrent sans relâche. Der Oberstarzt Dr. Gubatta, ein Österreicher, war der Verantwortliche. Und als die Rote Armee am 28. April über die Fünfeichner Wiese, das ist also hier, sich der Stadt näherte, zunächst waren es nur 3 Panzer oder 5, die fuhren nur bis unten runter, haben dann auf den Kirchturm geschossen, haben sich aber nicht weiter vorgewagt. Und am 29. wurde dann die Stadt eingenommen. Dr. Gubatta ist, dann haben Sie es ja sicher gelesen, mit einem Bettlaken entgegengegangen und hat das Lazarett übergeben. Das wurde dann von sowjetischen Ärzten medizinisch ausgeplündert. Und dann stellte sich heraus, dass der Kasernenkomplex für die hier in Neubrandenburg in großer Zahl vorhandenen Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge und Kriegsgefangenen benötigt wurde. Und dann hat man also diese hier liegenden in die Innenstadt, also außerhalb, wo die katholische Kirche mal war, heute ist es Latücht, nennt sich das, transportiert. Ein Zug war bei Woldeck-Feldberg liegen geblieben, ein deutscher Lazarettzug mit rund 200 Schwerverletzten. Die wurden also hier bis hier unten ins Tal gefahren und wurden dann per Hand hier hochgeschleppt, hierher. Das Lazarett war also überfüllt und es fehlte absolut an medizinischem Personal, Pflegepersonal. Le docteur Adolphe Gubatta est major dans l'armée allemande. Il est chirurgien et administrateur du lazaret. La découverte de documents établis par le docteur Gubatta, retrouvés dans les archives de la ville de Neubrandenburg, jette une toute autre lumière sur le cas Albert Verpoorten. Le registre des emplacements et le nom des soldats enterrés dans le cimetière du lazaret sont les seuls documents qui confirment catégoriquement l'existence de cet hôpital militaire improvisé lors de la débâcle de l'armée allemande. Le nom de ce lazaret est dactylographié sur la feuille médicale d'admission établie au nom d'Albert Verpoorten. Dans ces documents, le docteur Gubatta indique très méticuleusement le nombre de patients, la nature de leurs blessures, ainsi que les traitements dispensés et les médicaments administrés. On trouve également un bref historique du lazaret lui-même, ainsi qu'un compte-rendu des activités quotidiennes. Pourtant, il y a encore du chemin à parcourir. Le lazaret a été évacué au mois de mai dans d'autres hôpitaux de la ville parce que les Russes l'ont utilisé comme centre de tri pour les prisonniers des Oflag et des Stalag des environs. Donc, il y avait aussi une piste à suivre de ce côté-là, qui était la piste du docteur, puisque nous suivons toujours, nous ne savons toujours pas ce qu'il est advenu. Est-ce qu'il est mort? Est-ce que les Russes l'ont fusillé? Est-ce qu'ils l'ont fait prisonnier? C'était quand même un major de l'armée allemande, même s'il était médecin. On ne sait pas. Ça, c'est un grand mystère, mais il était quand même utile de savoir si, autour de lui, de tout ce côté médical, il n'y avait pas moyen de trouver des éléments complémentaires. Il se fait que toujours en Neubrandenburg, en dehors du rapport de Gubatta, nous avons trouvé une lettre de Berlin qui écrit à la commune de Neubrandenburg, qui leur dit « Nous vous remercions pour la liste des blessés de Neubrandenburg, que nous vous retournons 6 juin. » Et malheureusement, à part la lettre, on n'a pas trouvé la liste. Nous n'avons qu'un registre avec le nom des morts. Basé sur où, d'où sort-il le nom des morts, on ne sait pas non plus. Ce n'était pas inscrit, il n'y a pas de tombe, donc il y a quand même quelque part quelqu'un qui a écrit avec un registre le nom de ces morts. Les cimetières militaires fleurissent partout à une vitesse étourdissante. Il y a tant de soldats inconnus qui y sont enterrés. Cette piste est prometteuse, mais aucun document n'indique la présence de son père dans ce cimetière. Charles Verpoorten continue ses recherches dans l'hypothèse d'une éventuelle arrestation par les soviétiques lors de son hospitalisation.
mais sans pour cela négliger d'autres pistes. Of course, it wasn't a nice situation when the Russians came. They first found their dead comrades in the Stalag 2A, and 200 meters further they found a German lazaret with soldiers in there. Of course, there was the possibility that the Russians shoot at the wounded soldiers. It could be, of course, also possible that he was taken prisoner by the Russians and was put into the camp. The authorities in Neubrandenburg till now didn't get the whole information from the Russian side, from the Russian archive, about this camp. In this camp they killed definitely more than 50,000 people, and so they have nothing in their archives about it. Albert Vorporten fut-il fait prisonnier par les Russes? Cette éventualité, on la redoute. Dans les derniers jours de la guerre, les soldats russes sont animés d'un tel sentiment de vengeance que parfois il vaut mieux être mort que de tomber vivant entre leurs mains. Il y a encore une autre thèse qui n'est pas non plus négligeable, c'est que d'après les récits historiques, les 2000 blessés qui ont été évacués de Neubrandenburg 2 jours ou 3 jours avant l'arrivée des Soviétiques, par train sanitaire, il est question d'un train où il y avait environ 2000 soldats, membres de l'armée, blessés, qui devaient être évacués vers Lübeck, qui était plus vers le nord, et qui auraient, pour des raisons, on ne sait pas très bien lesquelles, d'abord subi vraisemblablement les tirs de l'armée soviétique et des Anglais qui se trouvaient de l'autre côté, je suppose, et qui est resté coincé, si je peux dire, à l'arrêt pendant 1 jour ou 2, d'où beaucoup de blessés qui sont morts aussi. Donc il n'est pas exclu que mon père faisait partie des blessés qui ont été évacués de cette clinique vers ce train et qui seraient morts entre les deux, puisque après, ceux qui ont survécu, qui se sont retrouvés à Lübeck et tout ça, il n'y a aucune trace de lui, on l'aurait retrouvé par la Croix-Rouge ou par autre chose. Il se fait que récemment, on a retrouvé des ossements à côté de la voie de chemin de fer, toujours à Neubrandenburg, qui confirme donc qu'effectivement, il y a eu ce train. Donc c'était en fait une troisième thèse, le fait que la fiche d'admission de l'hôpital n'avait pas été remplie totalement, pouvait aussi laisser croire que c'était du fait qu'on allait le mettre sur un train sanitaire qu'il allait partir. Of course, we have also the possibility that he somehow escaped from Neubrandenburg by feet on a car, private car, we never know. And he could, of course, be dying between Schwerin and Neubrandenburg, somewhere else. Là-dessus, les archives restent muettes. Mais il y a encore tant de documents à parcourir. En attendant la suite des recherches effectuées à Neubrandenburg, Charles Vorporten et l'historien Robert Balsam décident de s'envoler pour les États-Unis. À Washington se trouve la NARA, les archives nationales américaines. Contrairement aux archives allemandes, où règne toujours comme un sentiment de culpabilité, ici à la NARA, la recherche est plus facile et les documents plus accessibles. Il existe plus de 250 000 dossiers d'anciens SS et autres membres de la Wehrmacht répertoriés sur des microfilms. Il y a aussi des milliers de dossiers médicaux de militaires allemands et de volontaires de différentes nationalités. On y trouve également des documents concernant les interrogatoires de soldats de l'armée allemande à la fin de la guerre. Aussi étonnant que ça puisse paraître, mon père n'a pas de dossier à la NARA. Personne ne peut expliquer pourquoi. Il n'a pas de dossier à la NARA.
La NARA nous a permis, encore une fois, d'avoir un certain nombre de confirmations, un certain nombre d'éléments nouveaux, un certain nombre comment je dirais, de possibilités d'avoir d'autres indices, mais pas vraiment ce que nous cherchions. Même pas au sujet de Gubata. Nous avons juste trouvé une fiche qui concernait Gubata, à savoir d'où il venait, ce qu'il était devenu, mais avant les événements. Par contre, la NARA nous a permis également de trouver des archives filmées, des archives photographiques qui sont quand même assez intéressantes et qui font partie, qui sont utiles pour tout documentaire ou autre chose. Bruxelles. Charles Verpoorten poursuit les analyses des dossiers répressifs de tous les légionnaires qui se trouvaient en Poméranie pendant les jours de combat. Il espère toujours trouver un élément, un document ou un témoignage qui indiquerait que c'est bien à Neubrandenburg qu'il faut poursuivre les recherches et dans quelle direction s'orienter. Tout détail a son importance. Même des lettres personnelles, écrites par des légionnaires et considérées comme pièces à conviction, peuvent contenir de précieuses indications pour poursuivre l'enquête. Parmi ces archives, je suis tombé notamment sur un soldat qui vient de la région d'Arlon, qui a été blessé au mois de mars, en mars 1945 également, donc relativement un mois avant les événements qui nous intéressent, à la tête, de manière très grave, et qui lui, dans son récit auprès des juges d'instruction en Belgique de l'auditoire militaire, raconte qu'il a été évacué sur Neubrandenburg. Fabuleux, c'est exactement le témoin qui nous intéressait au plus haut point pour voir exactement ce qui s'est passé. De plus, c'est lui qui explique dans son témoignage qu'il a été évacué à Neubrandenburg, soigné à Neubrandenburg et fait prisonnier par les Russes le jour ou le lendemain où le lieutenant soviétique a dit au docteur Gubata « Vous pouvez continuer à soigner les blessés, il n'y a aucun problème. » Lui dit qu'il a été fait prisonnier par les Russes. Malheureusement, dans son récit auprès de l'auditorat militaire, parce que vous doutez bien que tous ces Wallons qui étaient considérés comme traîtres et qui risquaient d'être fusillés en disaient le moins possible, il ne dit pas comment il est revenu, combien de temps il a été prisonnier, où il a été fait prisonnier. Tout ce qu'il dit, j'ai été fait prisonnier par les Russes, et il s'est retrouvé lâché ou relâché via les Anglais. Apparemment, les Russes les ont remis aux Anglais. C'était l'armée britannique qui était là-bas, et les Russes l'auraient remis aux Anglais. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a toutes les hypothèses possibles, imaginables. S'était-il fait passer pour un prisonnier belge? Beaucoup le faisaient. Les blessés n'avaient pas d'uniforme. Il y avait des prisonniers belges. C'était un peu le chaos, le brouhaha. Peut-être qu'ils l'ont cru qu'il était un prisonnier belge du Stalag. Et ils l'ont effectivement retenu un petit temps, et puis ils l'ont cru, ils l'ont relâché. Mais c'est intéressant de savoir qu'effectivement, lui, qui était à Stettin également, a été évacué à Neubrandenburg avec une blessure grave et dans le même hôpital. Donc ça nous confortait dans nos recherches. Où il est mort dans ce lazaret, il est enterré dans ce cimetière. À l'époque, on mourait d'anémie, on perdait son sang, on amputait. Les gens, ces soldats, même jeunes et tout, ils ne vivaient pas longtemps, même avec les opérations, il fallait des transfusions de sang, etc. etc. Donc, mort à Neubrandenburg, enterré dans le cimetière, parmi les inconnus. Deuxième possibilité, c'est fait prisonnier par les Russes, envoyé dans le Stalag à côté pendant 10 ans, et envoyé de là vers la Russie, mort dans le Stalag, tout est possible, bien entendu. Cette hypothèse est d'autant plus plausible qu'une directive militaire destinée aux officiers de l'armée rouge et signée par Staline lui-même stipule que tout prisonnier impliqué dans des activités de propagande anticommuniste et antisoviétique doit être arrêté et interné dans des camps. Albert Verpoorten appartient à cette catégorie de prisonniers de guerre. The problem is that the Russian side later wrote down the names of their prisoners when they arrived at the camps.
not when they were taken prisoner. So that means on the way between taken imprisonment to the camp, no one registered the names of the prisoners. And if someone of them died in this period, no one will find them because they are never registered. Durant la Seconde Guerre mondiale, il existe près de la ville et non loin du lazaret un camp de prisonniers de guerre, le Stalag 2A. En 1940, on y construit une annexe destinée aux officiers qui sera baptisée Oflag 67. Le camp est ouvert en 1939 pour accueillir des prisonniers de guerre polonais suite à l'invasion de leur pays par l'Allemagne. Les premiers arrivent mi-septembre. En mai et juin 1940, des prisonniers belges, français et néerlandais viennent y séjourner après l'offensive allemande à l'ouest. De nombreux soldats de toutes nationalités furent emprisonnés dans ces camps pendant toute la guerre. Après la libération des camps par les soviétiques en 1945, ils seront transformés par les services secrets russes, le NKVD, en un vaste camp de détention jusqu'en 1948. Nous avons d'abord visité, d'ailleurs avec beaucoup d'émotion, l'endroit où sont morts tous ces prisonniers de guerre. Depuis la réunification des deux Allemagnes, le site de l'ancien camp est devenu un mémorial en souvenir des victimes de l'Oflag et du Stalag. Mais surtout, des milliers de prisonniers morts après la guerre dans les camps du NKVD. Ce qui s'est passé également, c'est que le camp où sont morts tous ces prisonniers de guerre, russes, américains, belges et autres, les 9000 morts ne sont pas vraiment des morts qui datent de la guerre en tant que telle. Il y a une très grosse partie des gens qui sont ensevelis de là-bas qui sont des morts du fait que ce camp a été transformé en camp russe par les soviétiques et par le NKVD qui était le service secret bien connu de l'époque stalinienne et où les Russes enfermaient des Allemands, bien entendu, des soldats allemands, mais aussi des Polonais, mais aussi des Russes. Il n'est donc pas exclu que l'ancien légionnaire Albert Sonntag ait été emprisonné dans ce camp avant d'être miraculeusement relâché. Il s'est peut-être fait passer pour un prisonnier de guerre belge. Cela se faisait souvent à l'époque. Les soviétiques l'auraient ensuite remis aux Britanniques. Ceci renforcerait la thèse de l'arrestation d'Albert Verpoorten dans ce lazaret. Malheureusement, Sonntag est mort avant le début des recherches. Nous ne connaîtrons jamais sa version des faits. This former prisoner of war camp became, after the war, an NKVD camp, and in '46 there were also some foreign commissions coming from the English side. There were French and also Belgian military authorities came, and with the wish to take every paper they will find about Belgian citizens or prisoners of war to know where they were, where they died. Of course, the Belgian military authorities wanted to get every information from the Soviets, but the Soviets didn't give them. They were refused to give all the information they have. L'armée rouge a vaincu et humilié l'Allemagne. On estime à environ 3 millions le nombre d'Allemands faits prisonniers par les Russes. 1 million seraient morts dans des camps en Union soviétique. À la libération de la Belgique, en septembre 1944, avant que les cours de justice ne soient créés et fonctionnent,
et à la faveur des mouvements de foule, les populations s'en prennent aux collaborateurs. Ensuite, l'épuration judiciaire prend le relais. La plupart des anciens légionnaires sont emprisonnés. D'autres sont envoyés devant les pelotons d'exécution. Albert Verpoorten et ses camarades de combat n'ont pas connu cela, mais furent sans doute confrontés à d'autres épreuves douloureuses sur le front poméranien, en sachant bien ce qui les attendait chez eux. Il s'avérera par la suite qu'un légionnaire n'ayant pas participé à des actes criminels ne serait pas fusillé. La plupart des légionnaires capturés par les autorités belges seront d'abord condamnés à mort. Puis ils verront leur sentence progressivement réduite à des peines de prison. L'important, c'était de savoir où exactement le fameux major, lieutenant, enfin Rinskov, dans sa mission, avait trouvé ces documents. Le capitaine Armand Rinskov était officier de liaison auprès du ministère de la Reconstruction. Basé à Berlin, dans les locaux de la WAST, il avait pour mission de retrouver les citoyens belges morts ou disparus au cours de la guerre. Ayant eu accès au dossier des militaires belges, il a également fait rapatrier des objets personnels et des documents qui les concernaient. Il recherchait aussi les dépouilles des soldats tombés sur les champs de bataille et enterrés dans les fosses communes. C'est le capitaine Rinskov qui aurait fait parvenir aux autorités militaires et judiciaires belges certains effets personnels d'Albert Verpoorten. Mais la visite à la WAST n'a rien apporté de plus sur ces informations capitales. Moi, j'essayais de savoir, bien entendu, d'où viennent ces documents. Pourquoi y a-t-il une différence importante entre son grade qui est inscrit dans la fiche d'admission à la clinique et le carton médical qui se trouvait sur son corps. Rien que ces choses-là ne voulaient rien dire. Donc, il était fondamental d'essayer de retrouver encore plus en fonction des éléments qui venaient de cette mission. Alors, j'ai cherché pour voir si Rinskov était allé à Neubrandenburg, et effectivement, je suis tombé sur des rapports de Rinskov qui expliquaient qu'il avait été à Neubrandenburg, qu'il avait été au camp Stalag voir les autorités soviétiques parce qu'il ne pouvait rien faire sans d'abord faire un rapport aux autorités soviétiques, et que les autorités soviétiques lui ont refusé tout accès au camp et tout accès aux archives à ce moment-là. À présent, il y avait suffisamment de raisons pour organiser une expédition à Neubrandenburg. Objectif, une fouille systématique du petit cimetière jouxtant l'ancien lazaret pour tenter de trouver des preuves de la présence éventuelle d'Albert Verpoorten parmi les 31 inconnus. Parallèlement, on poursuivrait les recherches dans les archives de la ville afin de retrouver les traces des internés du camp du NKVD. Avant d'entamer les travaux, toute l'équipe se rend à la petite chapelle de la caserne pour assister à une messe en mémoire de tous les morts de guerre. C'est un aumônier militaire qui officie. Dans l'espoir de trouver des indices, les archéologues et historiens vont devoir ouvrir les tombes de soldats morts dans des conditions souvent pénibles. On les réveille après un long sommeil de 70 ans avec fracas et le bruit des excavatrices, pioches et pelles.
le VBGO allemand est fidèle au poste avec son matériel lourd. Après consultation des documents d'époque pour déterminer l'emplacement des corps, on utilise un scanner électromagnétique afin de délimiter les zones à creuser ainsi que la profondeur à atteindre. C'est un travail très minutieux. Malgré les apparences, le travail est précis et délicat. Il faut éviter tout contact avec les objets recherchés afin de ne pas les endommager, ce qui gênerait considérablement la reconstitution et l'identification. Les archéologues deviennent bûcherons, le temps d'abattre et de déraciner un gros arbre qui se trouve dans une des zones à creuser. Très vite, l'alarme du détecteur de métaux se déclenche. Une plaque d'identification d'un soldat allemand apparaît. Et les signes sont encourageants. Of course, our first target is to find missing action soldiers, to give the soldiers the name back, to bring the bodies on the cemetery, to inform the family. This is our target, this is why we are here, this is our work. Now we are here with our spades, we are working, we are digging, but this is not all of the work, of course. We need to prepare a lot, we need to get first informations where to work, where to search, because it's more than 60 years ago that the soldiers were missed, so we need to find out where to find them. Our work to open these trenches, to find these soldiers, helped as well historians to get more information about the last weeks, the last months of the war. And we try to collect everything. We save all these informations, we make our reports, we make photos, and we try to support other people with informations that these end of the war, the last horrible weeks and months of this war could be cleared up a bit more carefully. L'émotion est à son comble. Par petits gestes précis, les restes des corps meurtris apparaissent. Il faut dégager les ossements avec beaucoup de précaution. Certains sont devenus friables. Le détecteur se déclenche à nouveau. C'est une autre plaque d'identification.
the last fightings of the year of the war, of the Second World War, the last 5 months, the losses of the German side were more than 1.2 million soldiers which were killed and which were missed in action. So if you calculate this to the very end, you know that per day round about 7,000 soldiers from the German side were fallen or were missed on the former battlefields. Un incroyable sentiment de tristesse nous envahit lorsqu'on découvre des objets si intimement liés à la vie quotidienne des soldats. These 10-20 years, we were finding more than 7,000 soldiers, mainly in Eastern Europe, and most of them we could identify if they were German soldiers, but of course we are not searching only for German soldiers, we are also searching for Soviet soldiers. This is the same important for us, we make no difference. So from these 7,000 soldiers, 4,000 are former Soviet soldiers. Au fur et à mesure que la victoire finale se précise, les soldats russes se sentent animés par une soif de vengeance sans précédent. Ils veulent faire payer aux Allemands les exactions dont ils se sont rendus coupables dans leur pays. Ils veulent littéralement les écraser et les enfouir sous terre pour toujours. The people died because they were ordered to die, they were ordered to fight. And our work is also an example to show the nations that nothing changed, in fact. Every one of us like to have peace, but we need to show up to now that wars are still happening and that we have to talk against these and that we have to prevent them and try to stop these. And our work is also a small part to show people that the Second World War is 60 years before, but in fact the deaths are still the same and they are lying on the battlefield and no one found them and no one took care about them. Deuxième jour des fouilles. Le vent se lève, le ciel s'obscurcit. Et soudain, un torrent de larmes tombe sur cette terre qui a vu tant de souffrances et de morts. Des objets précieux pour ces infortunés jeunes gens sortent de terre. Des bagues de fiançailles ou des alliances restées dans leurs poches ou même encore à leurs doigts. Une alliance avec les lettres A et M gravées sur le bord.
S'agit-il d'Albert et de son épouse Marie-Françoise? Et puis, il y a une date, 1935. Non, malheureusement. Leur mariage, à eux, c'était en 1938. Il est clair que moi j'espérais qu'on trouve au moins l'alliance de mon père avec ça. Définitivement, on aurait pu l'identifier. Il s'est avéré d'ailleurs par après que cette alliance appartenait à un autre soldat et que ça nous a permis formellement d'identifier ce soldat. Le fait d'ailleurs d'avoir identifié ce soldat à Neubrandenburg lors de ces fouilles nous a permis d'avoir encore de meilleures relations avec les autorités de la ville, parce qu'il se fait que celui-là précisément avait été porté disparu, qu'on ne savait pas où il était, et qu'on a pu définitivement l'identifier et localiser l'endroit où se trouvait son squelette. D'autres soldats sur ce même cimetière que nous avons excavé ont été identifiés par d'autres manières, notamment des inscriptions. Nous avons retrouvé un carnet de rationnement sur lequel figurait un nom et une signature que nous avons eu l'occasion de transmettre aux autorités judiciaires allemandes, et avec leur technologie tout à fait à la pointe, ils ont fini par pouvoir, avec des infrarouges et autres, ils ont pouvoir identifier et vraiment connaître le nom exact du porteur de cette carte de rationnement. Et rien que cet élément-là nous a permis vis-à-vis des autorités locales de démontrer à quel point ce que nous faisions était quand même important pour l'identification pour eux et pas uniquement pour nous, bien sûr, pour moi. Par contre, l'officier belge qui se faisait appeler Christian de Backer de Réville est formellement identifié. Le bras droit porte la trace d'une amputation. Et sa tombe correspond à l'endroit indiqué sur les registres du lazaret. Un peu plus loin, Robert Balsam découvre un squelette qui porte les traces d'une blessure correspondant à celle du lieutenant Verpoorten suite à l'explosion de l'obus. Sa taille correspond également. Une lueur d'espoir apparaît. Seul un test ADN de sa dentition permettrait de l'identifier. Le squelette que nous avons trouvé qui pouvait être identifié comme celui de mon père avait quelques éléments assez significatifs. Primo, il avait une blessure à l'épaule telle qu'elle avait été décrite dans les récits. Secondo, sa taille et son âge semblaient correspondre à celui de mon père. Toujours est-il que c'est le médecin légiste sur place qui a pris les mesures, qui a calculé, et en fonction de toutes ces mesures, ces calculs, il a pu déterminer plus ou moins l'âge du squelette, enfin du squelette lorsqu'il est mort bien entendu. Et en fonction de ça, on pouvait quand même positivement se dire qu'il pouvait s'agir des restes de mon père. C'est pourquoi nous avons décidé de prélever la dentition dans le but, bien entendu, de faire des tests ADN et d'arriver avec plus de précision à voir s'il s'agissait bien de quelqu'un de ma famille. Il faut maintenant refermer les tombes. Mais avant cela, une dernière cérémonie. Une deuxième mise en terre, accompagnée cette fois d'une prière
simple mais émouvante. Un dernier hommage qui va sceller la séparation avec ses soldats. C'est le moment d'une dernière parole, d'un dernier geste, d'un ultime regard dirigé vers ceux qui sont partis. Of course, it's always our target to find these missed soldiers, and every Erkennungsmarke, every recognition mark we found is a huge success. Every name we give a soldier is a big success. We are very happy about, and every family who has her father, their father, or their brother even back home, their personal items back in the family, the marriage ring back in the family. This is for us a good result, and we are happy about that we could take part in it. And this makes me personally very happy when I see that the son is standing at the grave crying, and that for him this drama is over and he could really stand there and he's lying there in peace. Then I'm happy, and that's what we want to do. Dérangés dans leur sommeil de presque 70 ans, ils retrouvent à nouveau leur manteau de terre. Puissent-ils retrouver le silence et la paix? Inutile de dire qu'après de si longues années de recherche, de déception et parfois aussi de satisfaction, et nous sentant vraiment très près du but, en ayant été dans tous les coins pratiquement de l'Allemagne et de la Pologne, le fait d'avoir maintenant cette dent entre les mains de ce scientifique nous donnait quand même beaucoup d'espoir et nous permettait quand même un tout petit peu de souffler et d'arrêter ou de ralentir les recherches que nous sommes toujours en train d'effectuer. Malheureusement, à peu près 3-4 mois après, la décision est tombée et déjà une première décision qui nous avait dit que le premier test sur la première dent avait échoué et le deuxième essai était en cours. Après 5 mois, nous avons eu des nouvelles qui nous disaient qu'ils avaient finalement sur la deuxième dent pu extraire quelque chose qui ressemblait à un noyau vital, quelque chose qu'ils auraient pu utiliser et qu'il fallait à ce moment-là pouvoir le comparer avec mon ADN. Nous avons décidé qu'il valait mieux les donner à différents organismes pour avoir quand même quelque part une certitude qu'il s'agissait bien d'un résultat, d'une part, le même, et qu'il y avait dans la recherche de ces ADN un sérieux scientifique probant. Une des institutions les plus sérieuses pour le faire était une université allemande qui s'est spécialisée précisément dans ce genre de recherche. Nous nous sommes donc rendus dans cette université où nous sommes soumis à toute la paperasserie assez rigoureuse et très sévère, qui est d'ailleurs un signe de sérieux, ce qui est très important dans ces cas-là, et où on nous a affirmé qu'à nouveau, on allait faire des tests maintenant qu'ils avaient une possibilité de comparaison. Nous avertissant à nouveau que ça allait prendre un très long délai, étant donné la spécificité de ce genre d'examen. We analyze markers on the DNA which need to be properly fixed. The problem with teeth is that they're very hard. That means we have to decalcify the teeth. First we have to crush them into fine powder, then we have to decalcify them, and then we can isolate the DNA.
And then we check the quality, and if we see that it's not good enough, then we clean the DNA again. And so this is a step which we might repeat several times. People always ask me what is better, teeth or bones, and it's sometimes a little bit hard to tell because it depends on the environment where the skeleton is found, how old it is, if it was if it's placed in very wet conditions, or the soil is wet, or the pH is very low, that means very aggressive. Right. So it's always, I wouldn't go so far to say a surprise, but we cannot promise something in advance, Yes. especially when it comes to very old samples. C'est finalement après 2 mois plus tard, à nouveau, que la réponse est tombée et que malheureusement, on nous a signalé que c'était négatif et qu'il n'y avait aucune possibilité que cette dent ait pu appartenir à mon père sur base de l'ADN. Ces pierres portent les noms des milliers de prisonniers morts dans le camp soviétique qui se trouvait ici même, le camp NKVD numéro 9. Environ 15 000 hommes, femmes et enfants étaient internés ici quand l'administration soviétique s'est mise en place. Des milliers sont morts de maladies, de faim et suite à de mauvais traitements. Avant cela, c'était un camp de prisonniers de guerre allemands, le Stalag 2A. On ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour Albert Verpoorten. La ville de Neubrandenburg, qui a été extrêmement ravie de voir à quel point nous avons pu identifier des soldats inconnus, a fait appel à nous parce qu'il y a eu, comme on peut dire dans ce genre d'histoire, un coup de théâtre dans leurs recherches archéologiques à la suite de documents qu'ils ont retrouvés à la maison communale émanant d'un civil, un civil allemand qui avait fait une déclaration, une attestation, une déclaration, un témoignage. Et dans ce témoignage, il affirme que des soldats allemands, vraisemblablement blessés venant des lazarettes, auraient été enterrés mais dans une fosse commune, au cimetière de Neubrandenburg, dans un petit lopin de terre qui n'est pas très grand et qui se situe, aussi étonnant que ça puisse paraître, à quelques mètres de plusieurs tombes où se trouvent des soldats identifiés et des soldats inconnus et qui avaient été totalement abandonnés à tel point que les gens l'utilisaient pratiquement comme parking lorsqu'ils allaient visiter le cimetière de la ville. Selon les témoignages du docteur Goubata, lorsque, après l'arrivée des Russes fin avril 1945, les blessés qui se trouvaient au lazaret où mon père aurait dû être admis et soigné, ont été évacués en urgence par les soviétiques dans quelques hôpitaux provisoires pêle-mêle de campagne qui se trouvaient dans la ville, et beaucoup sont bien entendu décédés dans ces endroits-là, vu l'état dans lequel ils se trouvaient, la période, les soins, etc. Donc on conclut que ceux qui se sont retrouvés dans le grand cimetière de Neubrandenburg, et principalement les inconnus, sont vraisemblablement des blessés qui se trouvaient dans ce lazaret au mois d'avril 1945, fin avril 1945. Donc la possibilité que mon père fasse partie de ces blessés est tout à fait plausible.
Toutes les fouilles effectuées jusqu'à présent n'ont pas permis de découvrir les restes d'Albert Verpoorten. Et on se demande même s'il est décédé ici ou ailleurs, ou bien si éventuellement il est parvenu à se tirer d'affaire pendant quelque temps encore. Rien ne l'indique et on se demande éventuellement s'il n'a pas survécu pendant quelque temps malgré tout. Il se peut éventuellement qu'il ait réussi à se procurer de faux papiers, par exemple, ou qu'il ait tenté de rejoindre le secteur britannico-américain, qu'il n'y est pas parvenu, ou bien alors la dernière hypothèse, qu'éventuellement il aurait été malgré tout arrêté, fait prisonnier donc, et déporté en Union soviétique dans un camp de travail comme par exemple Tambov. L'option soviétique, telle que l'explique l'historien Eddie de Bruijn, selon laquelle mon père a été fait prisonnier lorsqu'il était ou hospitalisé ou libéré, personne ne le sait bien entendu, et envoyé en Union soviétique dans un camp, nous y croyons aussi en partie. Ça reste malgré tout une option, une hypothèse extrêmement valable. Et aussi longtemps que j'aurai la santé, l'âge, les moyens et le temps, eh bien, rien ne m'empêchera de continuer et d'espérer que quelque part j'arriverai à le retrouver, que ce soit là ou ailleurs. Il existe la déesse de la mémoire, Mnémosyne, mais pas celle de l'oubli. Pourtant, elle devrait exister, car ce sont deux sœurs jumelles. Deux puissances qui marchent à nos côtés et tentent d'imposer chacune leur souveraineté sur nous et nos sentiments. Et ce, jusqu'à la mort.